La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Il y a 15 jours, à la suite dans les idées, Yvan Jablonka était invité à parler des relations entre histoire et littérature et il plaidait pour ce qu'il appelle des sciences sociales créatives. Comment on écrit l'histoire, c'était le titre de cette suite dans les idées. Et des sciences sociales créatives, c'est de nouveau le programme aujourd'hui, avec à nouveau un dialogue entre littérature et sciences sociales, et cette fois un titre non plus en clin d'œil à Paul Veyne, mais à Michel Foucault, Les mots et les choses. Nul ne sait pourquoi c'est en Russie que partit Giuseppe Pacitti. Mais son idée, on la devine. Misère du Latium, montagne aride, terrain grade, bouche à nourrir. En 1912, il descend du hameau de Piscinisko vers la ville, prend sans doute un train, traverse quel pays, s'arrête à Moscou, travaille pour quel employeur, envoie de l'argent à quelle fréquence, meurt en 17. Apprenant on ne sait comment le décès de son mari, Maria Pacitti ne se demande pas s'il est corrélé à la révolution bolchevique, mais où envoyer ses aînés sur lesquels désormais tout repose. La vallée, Rome, Turin, la France, Paris, sa banlieue. Par un réflexe qu'aucun imbécile ne songe encore à nommer communautariste, les premiers fils s'installent à Vitry-sur-Seine, 94, où beaucoup d'Italiens ont posé leurs valises depuis le début du siècle. Par un réflexe qu'aucun imbécile ne songe encore à nommer communautariste. Ça, c'est vous, François Bégodeau, bonjour. Bonjour. C'est vous qui écrivez ce que je viens de lire, qui est le début d'un livre, Le moindre mal, que vous publiez dans la collection Raconter la vie aux éditions du Seuil. On se souvient de cette collection lancée pour tenter de décrire, au fond, un certain nombre de choses extrêmement concrètes. Collection où l'on retrouve aussi bien des chercheurs que des écrivains, que des citoyens qui veulent faire un récit. Le vôtre, c'est celui d'une infirmière. On va y revenir, François Bégodeau. Mais j'avais envie, en vous lisant, en lisant ça, par un réflexe qu'aucun imbécile ne songe encore à nommer communautariste, à vous inviter avec l'auteur d'un autre livre que j'ai lu à peu près au même moment, c'est-à-dire il y a quelques jours, Éric Chauvier, bonjour. Bonjour. Éric Chauvier, qui est lui aussi auteur. J'ai envie de vous présenter comme ça l'un et l'autre, auteur, parce qu'on pourrait dire anthropologue pour Éric Chauvier, mais enfin il est auteur depuis qu'il a publié Anthropologie, qui était un livre parfaitement inclassable chez Alia. Il poursuit cette œuvre, et vous, François Bégodeau, vous avez publié de nombreux romans, mais aussi des textes qu'on serait bien en peine de classer, et c'est tant mieux comme ça. Pourquoi j'ai eu envie de vous réunir tous les deux? Pour parler précisément de cette question du lien entre littérature et sciences sociales, mais par rapport à ce que dit là François Bégodeau, le fait qu'aucun imbécile ne change encore à nommer communautariste. C'est-à-dire que nommer communautariste aurait empêché, véritablement fait écran à une réalité qu'il s'agit ici, et c'est le propos du livre de François Bégodeau, de décrire une réalité historique, une trajectoire. Or, c'est précisément, je crois, le sujet de votre livre, Éric Chauvier. La façon dont nous avons un rapport malade au langage. Et c'est cette psychopathologie du langage ordinaire à laquelle vous vous employez, entre autres, dans ce livre qui paraît aux éditions Alia, Les mots sans les choses. Éric Chauvier. Oui, psychopathologie, pour moi, il y a une forme d'aliénation liée au langage ordinaire. On pourrait la définir de façon assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos vies ordinaires, le citoyen lambda est amené davantage, à mon sens, à utiliser ou à désigner des mots théoriques, des modèles théoriques que sa propre expérience. C'est-à-dire qu'il y a se désaliéner, ça pourrait être remettre ces concepts en contexte, voir si ça fonctionne après tout. Alors je donne un certain nombre d'exemples de ces concepts, aussi bien chez les gens riches que chez les gens pauvres, chez les savants que chez les... Ça touche et ça concerne, je pense, un peu tous les niveaux de la société. Et j'ai pas mal d'exemples sous le coude, si vous voulez. Alors, c'est des questions épistémologiques, hein, on va employer un gros mot. C'est-à-dire que vous rappelez bien que quand naissent les sciences humaines, les sciences sociales, que ce soit avec Freud, que ce soit avec Durkheim, ils ne s'illusionnent pas sur le fait que leur théorie, celle qu'ils proposent, qui repose sur des concepts, soit le monde en lui-même. Ce sont des constructions abstraites. Or, par une sorte de succès, finalement, des sciences sociales et de réflexivité, on sait que c'est un des propres de l'homme, mais tout ça produit ce que vous appelez des effets de fiction, que Bourdieu avait déjà appelé des effets de théorie, mais vous appelez ça des effets de fiction. Et ça produit en boucle une situation dans laquelle on a de plus en plus de mal à parler et probablement à écrire, François Bégodeau. Oui, moi, lisant le livre d'Éric Chauvier, je me suis dit que c'était un parfait
manifeste, même s'il n'en a absolument pas le ton d'un manifeste, et c'est aussi ça qui fait qu'il est si plaisant. C'est le style est très calme et souverain. Pour vraiment une entrée en littérature, quoi. C'est-à-dire pour définir ce que pourrait être le périmètre d'écriture d'un romancier quand il s'empare du réel, ce qui est quand même le cas de pas mal de romanciers. Et notamment, chose que moi je me suis toujours dite en écrivant, c'était que écrire en rendant compte du réel sous un mode un peu fictionnel, romanesque ou documentaire, c'était s'avancer à travers une jungle de mots pièges. Vous venez de les appeler des mots écrans, c'est-à-dire des mots qu'on a de toute façon, dont on a hérité, qu'on le veuille ou non, parce qu'on regarde la télé, on écoute la radio, puis on a lu des livres. Et très très vite, ces mots vous tombent dessus, quoi. Il faudrait les éviter, il faudrait slalomer entre pour toujours essayer de remettre du particulier, de l'étrangeté, de quelque chose qui est encore pas nommé, qui est toujours beaucoup plus complexe que ces grands mots qui nous assaillent. Bon, par exemple, dans l'extrait que vous avez lu, effectivement, des Italiens s'installent avec des Italiens en arrivant en France dans les années 20, boum, communautarisme. Enfin, et là, bon, il se trouve qu'en plus, c'est un mot de jugement et péjoratif. Et anachronique, en plus. Oui, complètement anachronique. Voilà, les gens, ils vont là où ils ont des... Enfin, comment dire, si on se resitue dans l'expérience particulière et ordinaire de ces Italiens qui arrivaient, ils allaient là où ils étaient susceptibles de trouver une maison, un abri, un tout petit peu de confort solidaire, etc. Point. Il n'y avait pas des histoires de communautarisme. Je pourrais prendre un autre exemple dans ce que j'ai essayé de faire dans le livre, parce qu'évidemment, quand on parle de l'hôpital public, on est aussi assailli d'un certain nombre de noms, de mots, parce que c'est un sujet éminemment politisé. Quand je raconte la suppression d'un certain nombre de cliniques, je pourrais très vite... y a ce mot qui me pend au nez, qui serait le lien social. C'est-à-dire qu'on est en train de casser le lien social. Sauf que cette expression, je ne veux pas l'utiliser. D'une part parce que les politiques maintenant l'utilisent à gogo, et les politiques de droite comme de gauche. En plus, je suis assez d'accord avec Rancière pour considérer que les gens sont encore bien trop liés et qu'il s'agirait de les délier. Mais avant ça même, c'est vraiment essayer toujours de revenir à une espèce de niveau d'analyse et de vision, en fait, de perception des choses, qui serait ce que Éric Chauvier appelle le particulier, l'ordinaire, l'expérience, le vécu. C'est un mot qui a des casseroles, mais qui est tellement beau, quoi. C'est comment les gens vivent, quoi. Et voilà, vraiment, j'ai eu l'impression en lisant son livre que ça m'expliquait moi-même ce que j'essayais de faire depuis 10 ans en écrivant ce genre de bouquin, quoi. C'est une lecture qu'il faudrait pouvoir faire en stéréo, en quelque sorte. D'un côté, Le moindre mal de François Belgodeau, de l'autre, Les mots sont les choses d'Éric Chauvier. Par exemple, François Belgodeau écrit juste un peu plus loin dans ce livre: forgeron forgeant, Isabelle progresse en pratiquant, s'exerce en exerçant, en regardant les collègues plus expérimentés. L'expérience ne garantit pas un surcroît de sagesse, mais de technique. C'est un programme pour une philosophie, une sociologie pragmatique, enfin, qui est celle qui repose sur Wittgenstein, que vous citez beaucoup, Éric Chauvier, dans votre livre. Oui, je pense que dès lors qu'on remet les concepts en contexte, qu'on essaie de voir comment... La capacité classificatoire, en fait, d'un mot. L'enfant, spontanément, utilise des mots pour tester le langage, c'est ce que je dis dans un chapitre. Je prends l'exemple de ma fille qui nous assaille de mots concernant les voitures. Est-ce que vous pouvez vous payer une Maserati? Est-ce que vous pouvez vous payer une Porsche? Je réponds non. Et on fait des réponses un peu à côté de la plaque, on parle du capitalisme tardif, des choses comme ça. La vraie réalité, c'est simplement qu'elle teste le langage, qu'elle teste notre situation par le langage. C'est-à-dire que les concepts, elle n'utilise pas de concepts, l'enfant n'utilise pas de concepts. Elle va tester notre réalité sociale, notre situation sociale par ce mot voiture. Par dans des contextes en contexte. Et je pense que ça pourrait être la ligne de conduite des sciences humaines et des sciences sociales que d'arriver à tester cette dimension-là de la vie sociale. Et puis je rajoute, évidemment, le mystère, le vécu, tout ça, c'est tout à fait, c'est vraiment mon sujet. Et en même temps, je rajouterai la négativité, c'est-à-dire et la revue du jour, Jacques Médier. Bonjour Jacques. Bonjour Marc. Du monde social. Là, j'ai un chapitre sur les insultes racistes. Bon, ma conscience sociale s'est vraiment éveillée dans ces champs de pommiers où travaillaient des saisonniers en Limousin. Et ces insultes racistes, évidemment, elles étaient pour moi totalement inacceptables. Et en même temps, je voyais une forme de négativité, de rapport de classe entre ces travailleurs marocains qui venaient là pour financer leurs études et les saisonniers locaux qui, eux, n'avaient pas fait d'études. Donc c'est intéressant, je veux dire, d'arriver à questionner cette dureté, de la remettre dans le débat démocratique, en fait. C'est-à-dire d'être vraiment capable de penser à partir de ce qui fonctionne pas, de ce qui nous semble non conforme, de ce qui nous semble inacceptable. Moi, je trouve que le problème peut-être du régime d'expertise en démocratie, c'est un peu ce lissage systématique, évidemment, et là on revient au langage, par des mots qui recouvrent les expériences de chacun. Le racisme n'est pas une chose acceptable, mais en même temps, c'est bon à questionner. Il y a aussi d'autres événements actuellement au Moyen-Orient, qu'on a beaucoup de mal à questionner parce que nous ne sommes plus capables d'aller questionner cette dureté-là.
Il y a un autre chapitre, Éric Chauvier, dans lequel vous racontez la situation d'un jeune dans la banlieue parisienne et qui, après avoir fait du trafic de drogue, a du mal à trouver une situation professionnelle stable. Et cette façon qu'il a de récupérer un mot qu'on lui a lancé, au fond, et qui consiste à dire qu'il veut faire de l'événementiel. Enfin, d'ailleurs, il ne le dit même pas à la première personne. Oui, d'où l'intérêt de l'analyse pragmatique du langage, qui est pour moi le maître mot de mon anthropologie, pas l'anthropologie que je défends avec d'autres. Mais oui, plus William Labov que Roman Jacobson. Tout à fait. Et Goffman et Austin et tous les linguistiques turn, en fait. Mais il s'appelle Younes, ce jeune, enfin je l'ai rebaptisé Younes, et il me dit, et quand je lui demande ce qu'il veut faire, il fait la même réponse à tous les adultes, qu'il est dans une institution, un dispositif pour élèves décrocheurs, comme on dit, et il me dit, je veux faire de l'événementiel. Il dit même pas je veux faire, il dit de l'événementiel et il soupire. D'où l'analyse pragmatique qui tient compte de ces soupirs et qui montre que ce mot-là ne convient pas, mais il se sent obligé de le dire. Et ce qui est intéressant, c'est de tirer les fils derrière, de voir comment il y a une fiction théorique qui s'est institutionnalisée dans des cursus scolaires et dans des diplômes universitaires et autres autour de l'événementiel. Et je pense pas que Younes soit vraiment conscient que Beyoncé va venir pour son petit événement. Et de toute façon, ça ne fonctionnera pas. En fait, ce gamin-là est simplement mélancolique. C'est une pathologie, psychopathologie. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce mot-là va recouvrir son expérience, qui est bien plus riche, évidemment, que ce mot qui est donné un peu comme un acte profondément désespéré, en réalité. Alors on voit bien avec cet exemple-là, on le voit avec l'exemple du chapitre sur le racisme, que ces usages psychopathologiques du langage, ils sont distribués dans l'ensemble de la société. Néanmoins, on peut quand même voir des formes de hiérarchisation, de structure sociale. Et je voudrais à nouveau citer François Bégodeau. Une cadre de santé est une sorte de manager du service. C'est pourquoi elle ne dit pas problème, mais problématique. Ben voilà. C'est quand même beaucoup ce lexique-là qui nous constitue, qui nous identifie, qui nous estampille, c'est un langage réflexe, quoi, dont Éric Chauvier montre bien à quel point il tourne à blanc, quoi. Il tourne à vide, il est hors sol, voilà. Et alors effectivement, où ça devient, j'allais dire plus grave, c'est quand les intéressés eux-mêmes mettent entre leur propre expérience et eux-mêmes des mots écrans qu'ils ont importés, comme vous le montrez aussi, de la langue savante telle qu'elle s'est un petit peu diffusée pour des raisons. Je m'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas cité, pour moi, ce qui me paraît l'exemple absolu de ce que vous essayez de démontrer depuis 5 ans, c'est pervers narcissique, puisque vous parlez de la façon dont le langage freudien technique a essaimé. C'est un fléau, je veux dire. Et cette façon de traiter les gens d'hystérique, par exemple, ou de parano. Voilà. Mais j'attendais vraiment pervers narcissique dans la liste, parce que là, vraiment, ça me paraît. C'est même maintenant une de certains de magazines, les pervers narcissiques, sans que ce soit interrogé. Moi, par exemple, pour prendre un exemple très précis, au moment où mon infirmière Isabelle, j'ai fait des longs entretiens avec elle, où j'essayais vraiment toujours de me mettre à fleur de son expérience. Et je me méfiais aussi de la façon dont justement elle-même parfois produisait des mots qui la déconnectaient de son expérience. Exemple, elle me raconte que sa vocation d'infirmière lui est tombée dessus un jour où elle voit son père qui était malade d'une tumeur absolument incurable. Elle le voit soulagé par une infirmière. Et elle dit, moi je voudrais faire ces gestes-là, et c'est comme ça que... Alors là, franchement, quand j'entends ça, moi, je voudrais d'abord m'assurer qu'elle n'a pas vu trop de films américains, ou trop de films français d'ailleurs, parce que les Américains n'ont pas le monopole de, je dirais, une certaine grossièreté de l'analyse psychologique. Ouais, c'est pas Nurse Jackie qu'elle a vu, parce que sinon on n'aurait pas dit ça. Mais... Tout à fait. Donc je lui fais répéter. Je fais gaffe, quoi. Je lui fais répéter 5-6 fois. Tu dirais vraiment vocation ? Tu dirais vraiment que c'est ce jour-là que ça t'est tombé dessus ? Et là, elle me dit, écoute, désolé, je réfléchis, j'entends bien la nuance que tu veux me faire tenir, mais oui, je crois que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je crois qu'il faudrait... À un moment, vous parlez d'ailleurs à la fin du livre de la vigilance qui devrait être celle de l'intervieweur par rapport aux politiques, mais pas seulement. Et bon, j'ai essayé de faire ça, moi, dans mon entretien, quoi, d'être un peu vigilant sur ce qu'elle me disait, de lui faire répéter les mots et de m'assurer que elle ne parlait pas comme une espèce de perroquet de ce qu'elle aurait entendu. Mais c'est compliqué, parce que c'est une machine à déconstruire la langue de bois. Au fond, il faut essayer de trouver les choses fabriquées et réagir dès qu'on les entend. Alors, ces 2 livres, Le Moindre Mal, François Bégodeau et Les mots sont les choses, d'Éric Chauvier, résonnent encore d'une autre manière assez incroyable. François Bégodeau, vous le disiez, votre personnage dans ce livre, enfin, cette femme est infirmière, donc ça parle beaucoup de son activité professionnelle, des choses très concrètes qu'elle fait et des gens très concrets qu'elle rencontre en faisant ce métier.
Et vous, Éric Chauvier, dans votre livre, vous vous intéressez à ce monde du soin tel qu'il a été appréhendé depuis quelque temps à travers un concept qui a eu beaucoup de succès, enfin, quoique, à un moment aussi, une forme d'échec dans sa traduction en politique, le care, le fameux care. Oui, alors là-dessus, je voudrais être nuancé parce que mes livres chez Alia, c'est un peu l'antichambre de ma vie universitaire, peut-être aussi, ou même si j'ai un pied dans l'université. Donc ça me permet de créer du débat et ensuite d'en discuter dans le monde il y a volontairement de la provocation dans le livre. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas forcément toujours d'accord. Moi, par exemple, je vous trouve très dur avec Saskia Sassen, mais on ne va pas ouvrir la discussion, on n'aura pas le temps. Mais il y a cette dimension de provocation. Mais en tous les cas, le care vous a interrogé parce que... Le care m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de travaux qui sont faits au nom du care me semblent tout à fait pertinents et stimulants. Après, je me demande à quoi ça sert simplement. C'est-à-dire que c'est une injonction éthique. Et quelle est la valeur analytique, interprétative d'une injonction éthique ? Comme disait un ami récemment, l'éthique, c'est ce qu'on a quand on n'a plus rien, en fait. Quelle est la valeur analytique de cet outil-là ? Et comment, surtout, est-ce qu'il peut traquer la négativité ? Je reviens à mes petites marottes, mais plus que jamais, c'est intéressant aujourd'hui de prendre soin des autres. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Après, c'est aussi intéressant de voir comment la prise en soin des autres est impossible. Les sans-voix, pour reprendre cette expression-là, ceux que je rencontre dans mes enquêtes en Seine-Saint-Denis ou dans la France périmétropolitaine aujourd'hui, vous voyez, dans la France du Moscato Show, un peu où il y a le racisme ordinaire. Bon. Ces gens-là, ces sans-voix-là, ce sont des sans-voix. En même temps, ils peuvent être pénibles, et moi je leur revendique un droit à être pénible, un droit à être malveillant, un droit à avoir de l'humour ou à en être dénué. Vous voyez, il y a ces ambivalences, et je pense qu'un appareil théorique, mais est-ce vraiment un appareil théorique comme le care, ne peut pas rendre compte de cette négativité-là. Alors évidemment, c'est fabriqué plus ou moins, et c'est repris aussi par les instances qu'on appelle désormais de gouvernance. Donc il y a une circulation de ces mots, et comme vous l'avez dit justement, qui s'épuisent. Je pense que les auteurs d'Ancendralogie notamment sont revenus un peu sur cette, si je ne me trompe pas, sur la circulation de ces mots-là dans la vie politique. Mais c'est pour moi... Finalement, ce mot-là non seulement il ne classe rien, mais en plus il est auto-prophétique, c'est-à-dire qu'il est là il est performatif. Il est là pour classer la société telle qu'elle sera, d'une certaine façon. Un peu comme le concept de ville-monde de Saskia Sassen. C'est-à-dire que les urbanistes finalement on en parle, se sont engouffrés là-dedans pour décrire la ville telle qu'elle devrait être. Mais la valeur de ville-monde, comme le concept de care, à mon sens, n'ont pas une valeur classificatoire immédiate, si vous voulez. C'est du brevetage, moi, ce que j'appelle un peu le concours Lépine du concept. Enfin, vaut mieux que les urbanistes et les élus locaux lisent Saskia Sassen qu'Éric Guilly, quand même. François Végaudeau. Moi, je pense qu'il y a un truc très important dans ce que vient de dire Éric et dans son livre. Je parlais de ce que pourrait être une espèce de charte de la littérature. Parce que je crois que vous entrez en littérature depuis quelques livres. Alors, faut pas se mentir, mais c'est pas le sujet du jour. C'est surtout, article 1, tu suspendras la morale. Tu la mettras entre parenthèses. Non pas qu'elle ne t'intéresse pas, vous le dites bien, ça peut nous intéresser de prendre soin des autres. Moi, ça m'est arrivé au moment de la sortie de ce livre, depuis un mois. On a affaire à une infirmière. L'infirmière, immédiatement, est enrobée d'une symbolique qu'on connaît très bien, et d'ailleurs dont je montre, je crois, qu'elle dessert la cause syndicale, en tout cas la cause sociale des infirmières. Vous êtes des saintes, donc on n'a pas besoin de vous payer. Vous êtes rétribués en sainteté, premièrement. Mais surtout, il y aurait une attente comme ça de faire un livre un peu exemplaire, avec une figure exemplaire, une figure qui serait, oui, une petite sainte, une petite sœur des malades. Moi, j'arrive aussi sans doute avec cette espèce de casserole symbolique quand j'appréhende mon infirmière, et je découvre en elle qu'elle dépasse ça, elle déborde ça. Ça marche pas, ça s'ajuste pas, parce que elle, son truc, j'allais presque dire sa folie, au sens où Deleuze disait que ce qui est plus intéressant chez les individus, c'est son point de folie, c'est la technique. Son grand truc, c'est de bien faire les gestes. Et après, moi, je lui dis, mais quand même, tu as des trucs à me raconter sur le rapport aux malades, tu as vu mourir des gens. Raconte-moi un peu des trucs. Raconte-moi à quel point tu es Marie-Madeleine près de la tombe de Jésus. Eh ben non, ça vient pas. Elle me dit, tu sais, moi, avec ce qui est arrivé à mon père, j'ai eu ma dose de compassion. Donc, évidemment, j'ai de la compassion comme n'importe qui devant des malades, mais c'est pas ça qui me tient quand je travaille. D'où, par exemple, un article dans un quotidien récent sur le livre, qui se désole, qui est très déçu, parce qu'il avait une attente comme ça voilà, je cite pas le quotidien, on s'en fout, quoi. Il avait une attente. Quand même, il dit, cette infirmière était un peu froide. On aurait tellement aimé plutôt qu'elle soit comme ça. Bah ouais, t'aurais tellement aimé, mais enfin, il se trouve que moi, je pouvais pas l'inventer, bonhomme, quoi. Donc, et c'est là qu'il y a du singulier moi, j'ai eu l'impression, quand elle me racontait ça, que je tenais un personnage, justement, là où on peut définir un personnage, non pas dans son exemplarité, mais au contraire, dans ce qui échappe totalement à toute exemplarité. Alors,
ça pose la question, elle est au cœur de cette émission qui fait suite à celle avec Yvan Jablonka, de comment écrire des livres, que ce soit des livres de sciences sociales ou des livres de littérature. Est-ce qu'on doit construire des personnages ? Est-ce qu'on peut encore construire un idéal type ? Et là, en citant Max Weber, on se rapproche de la vision qu'avait Freud ou qu'avait Durkheim, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas dupes que ces idéaux types ne sont pas des gens concrets, des individus concrets, mais des constructions théoriques. Est-ce que cette façon par laquelle il faut passer pour saisir le réel doit nécessairement nous empêcher de faire de la théorie? Je pense que ce serait une mauvaise lecture de votre livre, Éric Chauvier, que de le tirer complètement dans ce sens-là, et d'autant plus qu'on est réflexif et que on n'a pas attendu l'ethnométhodologie et Harold Garfinkel pour savoir que tous les individus ont leur propre théorie, ont leur propre méthode, théorisent absolument toute leur pratique. Cette infirmière qui est folle de technique, elle a forcément une théorie de sa pratique. Et François Bégodeau en fait l'esquisse de cette théorie de la pratique, Éric Chauvier. Oui. Sur la question de l'écriture, peut-être, moi je pense qu'il faut être assez humble en sciences humaines, d'où ce problème que je peux avoir avec les concepts qui ne sont pas questionnés, qui ne restituent pas les différents changements d'étape. Comment est-ce qu'on passe d'un entretien que vous décrivez à la phase d'écriture? Je ne considère pas que c'est anecdotique, je considère que c'est absolument passionnant sur un plan littéraire à écrire ces éléments-là. Mais on risque pas de se vautrer un moment dans l'empirisme le plus béat? Il faut tenir son écriture, c'est-à-dire qu'il faut être capable. Moi, ma référence, c'est Montaigne. C'est-à-dire comment est-ce qu'une expérience singulière, décrite précisément, rigoureusement, peut mener une forme de questionnement qui happe le lecteur, qui interpelle le lecteur. Et c'est comme ça que je conçois l'anthropologie et la raison littéraire, je dirais, qui traverse mon travail aussi, quoi. Et ça me semble tout à fait important. C'est d'écrire le plus précisément possible une enquête. Mon deuxième livre était parler de ça, Si l'enfant ne réagit pas. C'était cette impossible théorie face à une ado dans un centre de placement familial, une ado qui hurlait en permanence, qui jetait des objets au visage des éducateurs, mais qui surtout me ramenait à ma propre histoire. Sommé de décrire la souffrance de cette jeune fille, j'étais en réalité ramené à ma propre histoire. C'est totalement non conforme en sciences humaines. Et pourtant, c'est très important. Devereux a écrit des choses très importantes là-dessus, sur comment, en fait, sa propre trajectoire peut tout à fait être constitutive des sciences humaines. Et j'ajoute que quand on a fait la restitution avec les salariés, c'est une sorte de recherche-action, finalement, ça a totalement fonctionné, parce que j'étais moi-même, je montrais mes propres lignes de faille dans cette histoire. Alors, il s'agit de gérer tout ça, évidemment, mais on a beaucoup à gagner à retrouver cette dimension humaine, cette dimension, je dirais, ordinaire, pour le coup, de nos enquêtes. François Bégodeau, sur cette question de l'écriture, il faut faire plusieurs choses à la fois. Il faut écrire le plus précisément possible, mener cette enquête, d'écrire, mais il faut aussi faire ce travail dont vous parliez tout à l'heure, de démontage des mots tout faits, des mots écrans. Donc on sait que certains dans la littérature, je pense au travail de Jean-Charles Macérat par exemple, se sont employés à ça, que vous le faites souvent, que Michel Houellebecq le fait dans ses romans, que je pensais... Livre que j'ai cité aussi, c'est pas un hasard, avec Yvan Jablonka, le théoriste d'Yves Pagès, qui est vraiment sur ces questions-là aussi, un protocole de théorie. C'est votre éditeur par ailleurs, absolument, François Bégodeau. Par coïncidence ou nécessité. Non, mais il me semble... Alors vraiment, dans cette émission qui s'écrit presque en haine des généralités, je vais faire une grosse généralité. Il m'a quand même toujours un peu semblé, et je l'ai davantage vérifié en pratiquant moi-même la littérature, qui me semblait... Alors je crois que c'est Derrida qui disait que la littérature commençait avec les tables brisées. Bon, c'est une des 1000 façons de dire qu'il y a littérature à partir du moment où vous suspendez les généralités, quitte à les retrouver après. C'est-à-dire que on dit souvent, alors un truc qui me paraît très très faux, c'est de dire la littérature n'est intéressante qu'à partir du moment où les personnages qu'on active dans les pages sont universels. Ça se dit beaucoup, ça. Moi, je crois pas du tout. C'est-à-dire que le lieu de la littérature, ça serait le particulier, au contraire. Mais ce qui n'empêche pas que peut-être, à partir du moment où un lecteur va reconnaître quelque chose, ou en tout cas être touché par un biais ou un autre, par un personnage, quelque chose comme du commun est en train de s'inventer, quoi. Mais alors vraiment, il me semble que l'article 2 de la charte littéraire serait tu suspendras aussi l'universel. Tu ne présupposeras pas l'universel. C'est-à-dire que si à un moment, il se trouve qu'un livre comme ça circule
et est saisi par un certain nombre de gens comme ayant une valeur comme ça d'exemplarité, non pas morale, mais théorique sur un certain état du monde ou de la société ou des infirmières ou de l'hôpital. Je dirais que l'universel, il se construit comme ça dans la circulation du livre. Mais alors vraiment, un écrivain qui lui-même commencerait déjà à produire des énoncés universels et généraux, je crois qu'il se trompe de sport, quoi. Peut-être qu'il faudrait le renvoyer dans les sciences humaines, quoi. Pour le dire autrement, en termes d'épistémologie, c'est vraiment quelque chose qui est bottom-up, enfin inductif et pas hypothético-déductif. Voilà. On peut le dire comme ça. Éric Chauvier. Ouais, tout à fait. Ouais. Comment... Alors, dans ce livre, on ne l'a pas dit, vous avez, je trouve, des discussions intéressantes sur l'œuvre les tentatives de Pierre Bourdieu et de Michel Foucault de s'arracher à ce piège du scolastique. Bourdieu a écrit les méditations pascaliennes là-dessus. Et vous dites, en même temps, il est toujours rattrapé. Bon, on pourrait avoir une longue discussion, mais c'est très intéressant de pointer ça. Et donc, il contrebalance en publiant La Bof, La misère du monde. La misère du monde, même si elle est antérieure en fait aux méditations pascaliennes. Et sur Foucault, je trouve ça très très saisissant ce que vous pointez, c'est-à-dire le choix, mais est-ce un choix ? Enfin, en tout cas, le fait que Foucault n'ait choisi de parler de sa vie qu'en filigrane et en implicite, en quelque sorte, dans son œuvre, et qu'il n'ait pas franchi le pas de mettre sa propre histoire au cœur de son œuvre, et pourtant qui ne parle pourtant que de ça. Oui, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, c'est-à-dire... Bon, moi, j'ai une grande admiration pour les œuvres de Bourdieu et de Foucault. Ça m'a complètement nourri. Ça a été déterminant dans mon parcours. Après, maintenant, j'arrive à un certain stade où je me pose des questions. C'est-à-dire, effectivement, il y a une part manquante. Il y a le jeu. Il y a le jeu chez les deux, finalement, la première personne du singulier. Il me semble que Bourdieu écrit un livre qui s'intitule « Tentative ou esquisse pour une autobiographie », quelque chose de cet ordre-là. Et le jeu qu'il utilise est encore un jeu sociologique, pour moi. Mais pour revenir à Foucault, effectivement, voilà quelqu'un qui traite des discours mineurs, c'est-à-dire des discours non qualifiés, le discours, celui de l'infirmière, justement, par rapport à celui du psychiatre. Enfin, c'est ce qu'il essaie de mettre à jour, cette généalogie des discours. Et lui-même, là-dedans, fait cette sorte d'autobiographie en creux, finalement, où il va détourner l'attention. Il y a eu des écrits là-dessus. Mais le problème, Foucault est un immense penseur. Le problème est la succession, après. C'est-à-dire qu'il a donné une sorte de mode d'emploi. On revient au communautarisme. Alors là, j'essaie de ne pas être trop rapide. Il faudra en parler longuement. Il faut être nuancé sur la chose. Mais je pense que d'une certaine façon, toutes les studies qui ont suivi, après, se sont complètement dédouanées du jeu, pour le coup. Se sont complètement dédouanées à la fois du jeu et de ce rapport à la négativité du monde social. Parce que il y a une sorte de généalogie depuis Foucault. Cet héritage-là, à mon sens, n'a pas été à la hauteur du maître, peut-être d'une certaine façon, sur ce plan-là. Cette part manquante n'a pas été re-questionnée après. Je ne sais pas si c'est compliqué, de toute façon, il faudrait en parler très longtemps. Merci Éric Chauvier, Les mots sans les choses. Merci François Bégodeau, Le moindre mal, 2 livres à lire absolument ensemble.